Bonjour à tous, on se retrouve encore ce dimanche autour de thèmes à fort impact pour discuter ensemble et pour pouvoir s'inspirer. Alors, avant, on va lancer le live dans quelques instants, mais avant de lancer le live, on va patienter un moment, histoire de que les internautes, les abonnés puissent se connecter. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la thématique du handicap, les fondamentaux du handicap. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, rejoignez-moi. D'accord. Merci, partagez le live. Nous sommes sur Facebook, sur la page du cabinet de l'Alliance, mais également sur LinkedIn en direct, sur la page du cabinet de l'Alliance. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons nous intéresser à la thématique des fondamentaux du handicap ce dimanche. Il y a une semaine, on s'intéressait aux fondamentaux de la RSE. Et donc, aujourd'hui, il sera question de parler de la thématique du handicap, un sujet très peu connu. D'accord? C'est vrai qu'on pense connaître tout du handicap, alors que c'est un sujet assez large et diversifié. Et dans ce live, on va en parler plus amplement. Donc, connectez-vous pour en savoir davantage. Merci. Alors, chers amis, on se retrouve ce dimanche pour la deuxième fois depuis le début de cette rentrée autour de la Causette Lannion, le rendez-vous hebdomadaire qui nous permet d'aborder des sujets d'impact pour pouvoir apprendre davantage sur des thématiques bien précises. Donc, aujourd'hui, nous allons consacrer ce live aux fondamentaux du handicap. Donc, dans 1-2 minutes, nous allons débuter ce live. Donc, en attendant, encore une fois que nos abonnés se connectent, je vous invite à partager ce live dans vos différents groupes sur WhatsApp afin d'éviter vos camarades, vos amis qui peuvent être intéressés par cette thématique du handicap pour en savoir davantage. Je vous assure que vous allez en apprendre énormément cet après-midi. Merci.
Alors, je dis à nouveau bonsoir à tout le monde ici. Merci de nous rejoindre nombreux, de partager ce live dans vos différents groupes WhatsApp, d'accord, les groupes Facebook, pour qu'on puisse ce soir échanger autour de la thématique du handicap. Cette présentation se fera en 3 temps, d'accord. Nous aurons une présentation, ensuite un moment d'échange questions-réponses et on va terminer par une séance de caout, d'accord, en ligne. Donc, on vous attend nombreux. Partagez, likez, envoyez des cœurs et à tout de suite. Alors, nous allons pouvoir enfin débuter ce live que j'ai pris du plaisir à préparer pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des fondamentaux du handicap. Je tiens à préciser que durant toute la semaine, sur les différentes plateformes du cabinet Lannion, on s'est intéressé à la thématique du handicap. Donc, ce live vient un peu comme un résumé, un moment d'échange pour permettre à ceux qui nous suivent, qui sont intéressés par les sujets que nous abordons, de pouvoir poser les questions et nous de pouvoir leur apporter des éléments de réponse. Et pour terminer, un moment de ludopédagogie où on termine le live par un caout. Et c'est le moment pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire un caout, de rester jusqu'à la fin pour en apprendre davantage sur cette thématique du handicap. Alors, sans plus tarder, puisque nous avons également le souci de bien gérer le temps, nous allons pouvoir commencer. Alors, l'objectif de ce live, c'est de vous amener, vous qui me suivez, à comprendre les concepts clés qui sous-tendent le handicap. D'accord? Et donc, pour atteindre cet objectif, je vais structurer mon intervention en 2 grandes parties. Je reste de formation, je reste attaché au plan bipartite. Donc, mais avant le plan bipartite, j'aurai à vous présenter l'animateur que je suis, votre serviteur, brièvement. Donc, sans plus tarder, on va ensemble écouter ce jingle et on revient pour la suite. Alors, merci d'être avec nous. Donc, moi, mon prénom, c'est Loukman et mon nom, c'est Lannion. J'ai une particularité, c'est d'être moi-même entré très tôt dans le club des personnes en situation de handicap. C'est vrai que quand on me voit sur les réseaux sociaux, on peut ne pas l'appréhender, mais je suis bel et bien en situation de handicap, et ce, depuis l'âge de 3 ans. D'accord? J'ai eu cette chance-là d'avoir une mère magnifique qui a toujours été là et m'a toujours soutenu pour que je puisse réaliser mon plein potentiel. Donc aujourd'hui, je suis diplômé en sciences juridiques de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, mais également en relations internationales de l'université Jean Monnet Lyon 3 en France. Et dans une autre vie professionnelle, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des fonctions RSE et diversité au sein de grands groupes français, notamment Total Énergie, Safran. D'accord, pour ne citer que ces entreprises. Je suis également enseignant. J'interviens dans plusieurs écoles de management, de commerce et universités en France où je donne des cours à la fois en lien avec les RSE ou encore en lien avec le handicap en entreprise. Donc, vous l'aurez compris, j'aborde un sujet que je connais personnellement et qui fait également partie de mes domaines d'expertise puisque je travaille au quotidien sur cette thématique du handicap en entreprise. Alors, depuis 4 ans maintenant, j'ai fait le choix d'emprunter la voie de l'entrepreneuriat social en créant ma propre entreprise
qui est un cabinet de conseil en stratégie et innovation, qui accompagne notamment des acteurs à la fois institutionnels, mais également économiques, à intégrer l'intérêt général dans leur stratégie globale. J'ai la chance de travailler avec un certain nombre d'entreprises, notamment Total Energy, que j'accompagne en tant que consultant politique handicap à l'international depuis plusieurs années maintenant. Et d'ailleurs, une partie de ma présentation d'aujourd'hui, notamment sur la perception sociétale sur le handicap, est le fruit de cette collaboration avec Total Energy. Alors, pour boucler tout, je voudrais juste dire qu'à côté de mes occupations professionnelles qui me prennent énormément de temps, j'essaie de trouver quand même aussi un peu de temps pour un engagement qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'inclusion des jeunes en situation de handicap. Puisque depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant, j'ai créé une association dénommée Société Inclusive qui œuvre en faveur de l'inclusion des jeunes en situation de handicap en France, mais également dans un certain nombre de pays africains, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal. Donc, vous l'aurez compris, à la fois, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais un sujet également qui fait partie de mes domaines d'intervention et que je prendrai le plaisir à partager ici avec vous dans le cadre de ce live. Alors, avant d'aborder la suite, je vous invite à un petit moment de pause et à regarder ce jingle. Alors, tout d'abord, nous allons aborder dans un premier temps la notion du handicap. Donc, comme je le disais tantôt, le plan s'est structuré en deux grandes parties. Donc, tout d'abord, la notion du handicap et ensuite, comment une entreprise devient une entreprise inclusive. Donc, que faire pour devenir une entreprise inclusive? Donc, sans plus tarder, il faut dire que la définition officielle du handicap a été donnée par la CDPH, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et selon cette convention, par handicap, on entend en fait des personnes qui sont limitées ou qui ont des difficultés d'interaction avec la société du fait de l'altération d'un de leurs sens, que ce soit physique, mental, psychique ou sensoriel, ou dû à une maladie invalidante. D'accord? En français facile, on peut tout simplement retenir que le handicap est une limitation ou une restriction à la participation à la vie en société subie par une personne en raison de l'altération d'un sens, d'accord, ou dû à un trouble de santé qui l'invalide. Alors, une fois qu'on a défini la thématique, la définition qu'on a présenté la définition du handicap, on va à présent s'intéresser à la perception sociétale sur le handicap. La perception sociétale sur le handicap, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fruit d'un travail qui m'a pris plus de 2 ans, que j'ai eu la chance, l'opportunité de conduire en tant que consultant pour le groupe Total Energy, d'accord, qui m'a permis d'aborder un peu la situation du handicap dans 41 pays, qui sont également des pays d'implantation du groupe Total Energy. Et donc, ici, je vais partager brièvement avec vous la perception sociétale sur le handicap en choisissant 4 pays. D'accord? 4 pays sur les différents continents. Tout d'abord, on va s'intéresser aux États-Unis. Il faut dire qu'aux États-Unis, l'autonomie est considérée comme un droit. Et quand on est en situation de handicap, on sait le sens qu'a l'autonomie. Parce qu'une personne qui est en situation de handicap, tant qu'il a l'autonomie, il est très heureux, il est très à l'aise. Donc, à partir du moment où on considère l'autonomie comme un droit, il faut dire qu'aux États-Unis, un regard positif est porté sur le handicap, d'accord? Ensuite, je vais vous partager le cas de l'Indonésie, où là-bas, on considère le handicap plutôt comme le synonyme de la diversité, de la différence ou encore de l'égalité des chances. Et pareil, comme aux États-Unis, le regard qu'on porte sur le handicap en Indonésie est plutôt positif. D'accord. Abordons maintenant le cas des pays, la plus grosse partie, je vais dire, qui porte plutôt un regard négatif, misérabiliste sur le handicap. Prenons le cas de la Chine, où le handicap est plutôt signe d'une défaillance des ancêtres.
Et donc ici, on considère que si vous êtes en situation de handicap, c'est parce que dans une vie antérieure, vous avez des ancêtres qui se sont mal comportés et donc les dieux sont en train de leur punir. Vous remarquerez qu'il y a une métaphysique qui est associée à la thématique du handicap. Pour terminer, revenons en Afrique, d'accord, notamment le cas du Congo, où on considère qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne qui a reçu la visite d'un esprit malveillant. Donc, vous remarquerez que ce soit en Chine ou au Congo, le regard qu'on porte sur le handicap, il est plutôt négatif et misérabiliste et associé à un certain nombre de pouvoirs surnaturels. Maintenant que c'est assez clair pour vous la définition du handicap comme limitation ou difficulté à participer à la vie en société subie par une personne en raison de l'altération d'un sens ou d'une maladie invalidante, et après vous avoir fait voyager à travers le monde pour appréhender la perception sociétale qu'on a sur le handicap, abordons maintenant les différents types de handicap. Il faut dire qu'il y a énormément de catégorisations de handicap, mais ici, je vais m'attarder sur la catégorisation donnée par l'OMS. D'accord? D'après l'OMS, on distingue 5 catégories de handicap. Tout d'abord, le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap psychique, le handicap mental et pour terminer, les maladies invalidantes. N'oubliez pas que dans la définition, on a fait un lien avec les troubles de santé invalidants. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on entend par handicap moteur? Handicap moteur regroupe un certain nombre de pathologies, par exemple les amputations, les atteintes musculaires, d'accord, qui peuvent réduire la motricité et la mobilité. Quand je prends mon cas, par exemple, je suis plutôt en situation de handicap moteur parce que j'ai une mobilité réduite, d'accord. Alors, quelques personnalités, peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui portent ou qui ont porté un handicap moteur. Donc, nous avons le chef Grégory Curon, d'accord, le grand savant Stephen Hawking ou encore Wolfgang Schäuble, l'ancien ministre des Finances de Angela Merkel et pendant longtemps président du Bundestag et qui est décédé en décembre de l'année dernière. Comme vous pouvez le constater, le handicap n'a pas été vraiment un frein pour eux de pouvoir réaliser leur plein potentiel. Handicap sensoriel. Il faut dire que le handicap sensoriel va couvrir à la fois le handicap qui touche le sens, notamment visuel ou auditif. De manière classique, quand on parle de handicap visuel, sensoriel, on pense au handicap visuel, d'accord, et un handicap auditif. Mais depuis peu, notamment avec l'avènement de la COVID, il y a un certain nombre de points, d'accord, ou plutôt la considération d'un handicap qu'on appelle l'anosmie qui concerne plutôt le goût, d'accord. Alors, avançons quelques personnalités qui portent ce type de handicap. Nous avons Stevie Wonder, Mark Zuckerberg. Vous allez me demander, ben, qu'est-ce que Mark Zuckerberg a? Restez connecté jusqu'à la fin, vous saurez ce qu'il a. Et plus loin, au cours des prochaines semaines, il y aura une série qui sera consacrée à toutes ces personnalités qui portent un handicap ou qui ont porté un handicap. Troisième catégorie, il s'agit du handicap psychique. D'accord? Ici, le handicap psychique va impliquer notamment une impossibilité à utiliser ses capacités intellectuelles. D'accord? Quelques exemples, nous avons la dépression, la bipolarité ou encore la schizophrénie. Quatrième type de handicap, mais avant d'aborder notre quatrième type de handicap, je vais partager avec vous quelques exemples. Michael Phelps, que tout le monde connaît, un champion olympique hors pair, d'accord, mais qui porte une forme de handicap psychique. Avant-dernière catégorie, nous avons le handicap mental, d'accord, qui concerne, qu'on appelle également une déficience intellectuelle. Le cas le plus connu, c'est la trisomie 21. Quelques personnalités qui portent une forme de handicap mental, nous avons l'ancien Premier ministre britannique, nous avons également un grand peintre, et le monsieur du milieu, c'est un soldat israélien, puisque là-bas, vraiment, on considère que les personnes autistes
ont quelque chose également à apporter et il y a un accompagnement qu'on leur apporte afin de pouvoir leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra échanger davantage sur ce sujet plus tard. Alors, dernière catégorie de handicap, ce sont les maladies invalidantes. Au niveau des maladies invalidantes, il faut retenir que ce sont des maladies soit respiratoires, auto-immunes, digestives, qui vont impacter le quotidien de la personne qui en est souffrante. Donc, cela va entraîner notamment des difficultés dans la participation à la vie en société au quotidien. Alors, il faut dire qu'en France, la sécurité sociale dénombre une trentaine de maladies invalidantes qui donnent droit à une reconnaissance administrative du handicap. D'accord? Au nombre de ces 30, je ne vais pas citer les 30 maladies invalidantes ici, mais je vais vous donner deux exemples. Nous avons par exemple le VIH, nous avons par exemple le diabète ou encore la maladie de Parkinson. Je vais prendre un peu d'eau. Alors, quelques personnalités qui ont porté ce type de handicap. Vous connaissez pour ceux qui aiment la musique, Freddie Mercury, Edith Piaf ou encore François Mitterrand qui ont porté une forme de maladie invalidante. Alors, une fois qu'on a bouclé avec à la fois la définition, la perception sociétale, les différents types, je vais maintenant partager avec vous 3 chiffres qui vont vous édifier. Ces 3 chiffres, c'est tout d'abord 16% de la population mondiale. D'après l'OMS, 16% de la population mondiale est en situation de handicap. Je tiens à préciser, pour moi qui suis ces rapports, qui lis régulièrement ces rapports, dans le rapport précédent, on était à 15%, soit 1 milliard de personnes. D'accord? Et un an plus tard, on est passé à 16%. Moi, je reste persuadé, on pourra revenir dessus après, que dans les publications à venir, ce chiffre va encore grimper, puisque de mars 2023 à aujourd'hui, il y a eu pas mal de situations, des conflits au Moyen-Orient, des conflits, mais également entre la Russie et l'Ukraine, mais également des catastrophes qu'on a connues, par exemple, au Maroc ou encore Bangladesh. Et tout ça, c'est également des éléments qui amplifient, qui augmentent le niveau ou le nombre de personnes en situation de handicap. Donc, gardez en tête ce chiffre, 16% de la population mondiale. Qu'est-ce qu'on fait de ces 16%? Est-ce qu'on les met de côté? Est-ce qu'on les jette à la poubelle? Non, parce que ces 7% également ont énormément de choses à apporter à la société. Et les pays qui arrivent le mieux à inclure les personnes en situation de handicap sont des pays qui arrivent à avoir de belles performances au niveau à la fois économique, social et autres. Deuxième chiffre que je veux partager avec vous, 80% de handicap est non visible. Ce qui veut dire tout simplement que dans la perception générale, on pense que le handicap, c'est une personne qui est en fauteuil roulant, qui se déplace en canne avec des béquilles ou qui porte des lunettes fumées avec sa canne blanche. Non, ça, ce sont des stéréotypes. Ces genres de handicap qu'on peut percevoir à l'œil nu, ce n'est que 20% de la population des personnes en situation de handicap. Ce qui veut dire tout simplement, même il y a des personnes qui sont en situation de handicap sans le savoir. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que je suis en situation de handicap moteur, mais on peut porter plusieurs handicaps. Si je porte des lunettes, c'est pas pour être beau, c'est pas pour faire le mignon, c'est parce que j'en ai besoin pour pouvoir bien lire, pour pouvoir bien voir. Et c'est pareil pour bon nombre de chefs d'entreprise, bon nombre de présidents. Donc, ce sont des sujets qui les concernent également et énormément. Dernier chiffre que je vais partager avec vous, qui n'est pas un chiffre international, plutôt un chiffre qui concerne la France, c'est que 14% du taux de chômage, c'est 14% c'est le taux de chômage dans la population des personnes en situation de handicap. Alors que de manière générale, le taux de chômage oscille entre 7%. Il faut dire que le chômage frappe doublement les personnes en situation de handicap que les personnes qui ne le sont pas. Autrement dit, les personnes en situation de handicap ont beaucoup plus de mal à trouver un emploi que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Il est important de pouvoir avoir cela à l'esprit. J'aurais bien aimé pouvoir partager avec vous quelques chiffres, notamment
en Afrique ou encore au Bénin que je connais bien. Mais je pense qu'avec le recensement général de la population et de l'habitat en cours, on va pouvoir avoir un certain nombre de chiffres actualisés du handicap et je me ferai un plaisir de les partager avec vous parce que quand on parle, il est important également qu'on puisse y associer des statistiques crédibles qui nous permettent de pouvoir appréhender l'ampleur d'une situation donnée. Alors, une fois que j'ai bouclé la première partie de ma présentation, je vais à présent attaquer la deuxième partie. Mais avant d'attaquer la deuxième partie, on va faire une petite pause, d'accord, qui nous permettra aussi de faire un tour rapidement au niveau de nos différents réseaux sociaux pour voir est-ce que nous avons des questions. N'hésitez pas à partager ce live. Comme vous pouvez le constater, ceux qui étaient là depuis le début, vous avez certainement déjà appris un certain nombre de choses. Je reste persuadé que, à part ceux qui suivent nos pages, que vous n'étiez pas au courant que 16% de la population mondiale était en situation de handicap. Donc, partagez ce live dans vos groupes WhatsApp, Facebook, TikTok, partagez-les, d'accord? Likez, mettez des cœurs, encouragez-nous, d'accord? Parce que ce qu'on fait là, c'est pour but de pouvoir vous sensibiliser et surtout pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, pour pouvoir aussi avoir un certain nombre d'éléments et comprendre que leur enfant qui est en situation de handicap, il n'est pas appelé à ne rien devenir demain et qui peut très bien devenir quelque chose, mais que cela dépend d'eux, de l'amour, de l'investissement qu'ils auront eu à l'égard de cet enfant. Donc, on fait une petite pause et on revient dans 30 secondes. Merci. Alors, donc, on revient ici pour poursuivre notre live, d'accord? Alors, sans plus tarder, on va aborder la deuxième partie. La deuxième partie qui me permettra de vous expliquer un peu comment on construit une politique handicap. Je ne vais pas aller trop en détail parce que ce n'est pas en une heure qu'on pourra aller en profondeur de tout ça. Donc, pour les professionnels qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Je me ferai le plaisir, à travers mon cabinet et mes collaborateurs, de vous accompagner à structurer votre démarche handicap. Et c'est pareil pour des entreprises qui ont déjà une démarche handicap, mais qui souhaiteraient pouvoir l'améliorer, l'approfondir. Nous avons l'expertise pour vous accompagner et vous méritez amplement notre expertise. Alors, pour construire une politique handicap, il faut tout d'abord réaliser une évaluation initiale. Autrement dit, un diagnostic qui va vous permettre de connaître la maturité de votre entreprise sur 6 grandes thématiques. Ces 6 thématiques, c'est d'abord la stratégie de l'entreprise pour savoir si l'entreprise est assez ouverte, est-ce qu'il y a un certain nombre d'engagements pris sur la thématique. Ensuite, quel est votre niveau de maturité sur la sensibilisation? Est-ce que par le passé, vous avez déjà entrepris une action de sensibilisation sur le handicap? Le recrutement, quel est votre pourcentage de talents en situation de handicap au sein de votre entreprise? La prévention et le maintien dans l'emploi. Est-ce que quand quelqu'un subit un accident de travail qui le rend handicapé, est-ce qu'on fait tout pour le maintenir dans son emploi parce qu'au-delà de tout, il a encore quelque chose à apporter à la société, à l'entreprise? Et aussi l'accessibilité. Et ici, quand on parle d'accessibilité, il faut comprendre l'accessibilité sous 2 angles. Tout d'abord, l'accessibilité physique qui va concerner notamment les rampes, les ascenseurs, le fait de rendre vraiment physiquement accessibles vos locaux, mais également l'accessibilité numérique qui va concerner l'accessibilité de votre site internet, de vos applis ou encore des différents supports de communication que vous utilisez. Et pour terminer, le secteur protégé. Quel est votre niveau de maturité sur la collaboration avec le secteur protégé
En France, on a ce qu'on appelle le secteur protégé qui regroupe généralement 3 grands acteurs que sont les EA, les entreprises adaptées, les ESAT, les établissements et services d'aide à l'emploi, d'aide le troisième, ce sont les TIH, les talents, les travailleurs indépendants handicapés. Donc, les EA, les ESAT et puis les TIH. Donc, deuxième étape, c'est l'engagement de la direction. On ne peut pas mettre en place une démarche RSE si votre gouvernance, votre direction n'est pas embarquée. Donc, il faut, dans un premier temps, sensibiliser vos cadres dirigeants sur l'importance de travailler sur ce sujet-là afin d'avoir leur soutien. Et de toute façon, vous ne pourrez pas élaborer et déployer une stratégie si la gouvernance n'est pas en soutien de votre initiative. D'accord? Ensuite, nous avons l'étape qui consiste à travailler sur la stratégie. Ici, je vais préciser un point. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui veut mener une démarche volontariste, vous avez tout simplement à identifier parmi les 6 grands domaines que je vous ai présentés tout à l'heure, 2 ou 3, et intégrer obligatoirement, nécessairement, l'axe recrutement pour pouvoir mettre en place une démarche handicap. Par contre, nous avons le cas où c'est une entreprise qui est frappée par l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés en France. Donc, à partir de ce moment-là, pour ces entreprises qui sont frappées par cette obligation, deux choix s'offrent à elles. Tout d'abord, il y a le choix de l'accord ou de la convention. On appelle ça accord AGFIP accord handicap ou convention AGFIP. Il faut dire, c'est quoi la convention AGFIP? La convention AGFIP est signée entre la direction et l'AGFIP avec l'avis consultatif des syndicats. D'accord? Quand vous avez une convention AGFIP, cela ne libère pas l'entreprise de l'OETH. Donc, si l'entreprise n'atteint pas ces 6% d'emploi, elle va toujours continuer à payer une contribution à l'AGFIP, mais en même temps, l'AGFIP pourra l'accompagner si besoin dans le déploiement de sa démarche. Deuxième alternative, il s'agit de l'accord handicap. Ici, on l'appelle aussi l'accord exonératoire parce que quand vous avez un accord handicap, cela suspend pendant la durée de votre accord votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Mais l'autre implication, c'est que l'AGFIP, durant cette période, ne vous accompagne, vous ne bénéficiez pas du soutien ou des ressources financières, matérielles de l'AGFIP. Parce que dans votre accord, vous prenez en compte tout cela. L'accord est signé entre la direction et les syndicats. Et nous avons 3 types d'accords. Nous avons par exemple l'accord en fonction si c'est un établissement, par exemple, si c'est au niveau de l'entreprise ou c'est au niveau d'une... le thème m'échappe, je pense que c'est branche, voilà, le thème m'est revenu au niveau de la branche. Donc, on a soit au niveau de la branche, au niveau du groupe, au niveau d'un établissement spécifique d'une entreprise. Alors, une fois qu'on a fait le choix entre convention et accord, moi, je dis très souvent qu'il est préférable, quand c'est une entreprise qui commence à mettre en place sa politique handicap, de passer par la convention. Ça lui permet de bénéficier de l'accompagnement de la GFIP, après de passer à l'accord. Il faut dire que depuis la réforme de 2018, la convention est signée pour une durée de 3 ans maximum non renouvelable, alors que l'accord est signé pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Donc, la convention, c'est un peu comme une période d'entraînement avant de monter sur le ring pour jouer le match avec l'accord handicap. Donc, plan d'action où on doit pouvoir identifier un peu les objectifs clés, les moyens mis à disposition, les délais impartis, les responsables, les co-responsables. Dans une politique handicap, on doit trouver un certain nombre de sujets. Et les grands sujets qu'on retrouve très souvent dans une démarche handicap, il s'agira d'évoquer le point sur le maintien dans l'emploi, l'accessibilité, les 2 volets de l'accessibilité physique et numérique,
Le recrutement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'OETH là, quand vous avez au moins 20 salariés, voire plus, vous êtes frappé par l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Forcément, au niveau de votre démarche RSE, vous devrez inclure des actions de formation notamment de vos managers. D'accord? Parce que c'est généralement les managers qu'on forme sur le management de la singularité. Comment avoir managé une personne en situation de handicap dans son équipe. Nous avons la sensibilisation et cette sensibilisation s'adresse plutôt à l'ensemble des salariés pour les amener à porter un regard bienveillant sur le handicap et à leur montrer un peu l'avantage qu'ils ont à avoir des collaborateurs, des collègues en situation de handicap au sein de l'entreprise. Pour terminer, nous avons la collaboration avec les achats inclusifs. Et là, c'est très important. Avant, c'était déjà plutôt bien développé avec les 3 grands acteurs, les EA, les ESAT et puis les TIH. Mais avec la loi Pacte, on a amplifié davantage encore cet aspect-là, puisque vous avez la possibilité de réduire jusqu'à 30%, si je me trompe, de votre contribution à GFIP et de consacrer cela aux achats inclusifs, c'est-à-dire tout ce que vous achetez auprès des acteurs de l'EA, de l'ESAT ou encore des TIH. Donc, voilà, pour terminer cette phase de la construction et du déploiement d'une démarche RSE, naturellement, il faut à un moment évaluer ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire rédiger un rapport pour rendre compte des actions, des progrès, des difficultés de ce qu'on a pu mettre en place, d'accord, mettre en lumière les bonnes pratiques, mais également ajuster si nécessaire, parce qu'il faut rester dans une dynamique d'amélioration continue. D'accord? Alors, abordons maintenant la dernière partie de ma présentation qui concerne les avantages qu'une entreprise peut avoir à recruter des personnes en situation de handicap. Je veux dire que ici, dans cette dernière partie, je vais m'atteler à présenter 5 grands avantages. D'accord? Je n'irai pas au-delà de ces 5. Et ces 5, je pense que ces 5 déjà, pour une entreprise engagée qui souhaite devenir inclusive, elle a quand même de quoi passer à l'action et se dire, moi, je veux me positionner comme une entreprise inclusive ouverte à la diversité. Premier avantage, quand vous mettez en place une politique handicap et que vous recrutez un talent en situation de handicap, cela vous permet d'affirmer votre responsabilité sociétale. D'accord? C'est un geste fort, concret de lutte contre les discriminations et l'exclusion. Une entreprise qui emploie un talent en situation de handicap, elle montre en même temps de manière claire, nous, on ne fait pas de différence. On se concentre sur le talent, sur les compétences. On ne discrimine pas chez nous. Donc, c'est aussi affirmer sa responsabilité sociétale. Et je tiens aussi à rajouter ici que quand on parle de RSE, on a trois grands items. Et dans l'item social, on aborde des sujets en lien avec le recrutement des talents en situation de handicap. Et même sur l'item gouvernance, d'accord, on peut aborder des sujets en lien avec les actions mises en place pour lutter contre la discrimination, sous tous les angles, que ce soit discrimination liée au handicap, liée à l'âge, liée au sexe ou liée à l'orientation sexuelle ou encore même à la provenance géographique, ethnique, etc. Donc, premier avantage, une entreprise qui recrute une personne, un talent en situation de handicap, c'est une entreprise qui affirme sa responsabilité sociétale. C'est une entreprise qui pose un acte concret, d'accord, de lutte contre les discriminations et contre l'exclusion. Deuxième avantage, il s'agit d'améliorer sa marque employeur. Quand vous recrutez des personnes en situation de handicap, cela démontre également votre ouverture d'esprit sur le plan humain et cela améliore l'image, la réputation que votre entreprise a auprès à la fois de ses salariés, mais également de ses autres parties prenantes.
parce qu'on vous voit. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises, je ne vais pas vraiment citer, peut-être que dans d'autres lèvres ou encore sur nos futures publications, on fera un focus sur quelques entreprises qui ont de très bonnes pratiques en matière d'inclusion. Mais cela renforce le lien, cette envie-là qu'ont vos salariés de continuer à donner le meilleur pour travailler au sein de votre entreprise. Donc, ça améliore votre image de marque, l'image de votre entreprise. Troisième avantage que je vous présente, cela vous permet de recruter des salariés motivés et compétents. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en France, puisque c'est le chiffre que j'ai sous la main, le chômage frappe doublement les personnes en situation de handicap que les personnes qui ne le sont pas. D'accord? Et donc, les personnes en situation de handicap ont beaucoup plus du mal à trouver un emploi. Et cette entreprise-là, citoyenne, responsable, ouverte à la diversité, inclusive, qui accepte de leur accorder leur chance, vraiment, elle se donne à 1000% pour montrer qu'elles sont capables de tenir le poste. Puisque de manière quasiment naturelle, on pense déjà que du fait de son handicap, est-ce qu'il pourra, on se pose des questions. D'accord? Et donc, ces personnes-là, parfois, sont obligées ou s'obligent même à donner 2 fois, 3 fois, 4 fois mieux que les autres pour pouvoir montrer qu'ils sont bel et bien à la hauteur. Et mieux, ce sont des personnes qui vont s'attacher à l'entreprise et qui vont avoir un lien très spécial avec l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir, notamment pour les spécialistes RH qui me suivent, que l'engagement collaborateur, c'est un réel enjeu aujourd'hui dans bon nombre d'entreprises. Et donc, pouvoir avoir des collaborateurs motivés, compétents et engagés, sincèrement, ce n'est pas donné à toutes les entreprises. Donc, quand vous recrutez des talents en situation de handicap, vous êtes quasiment certain de pouvoir recruter des personnes motivées, compétentes, mais également engagées. Quatrième avantage, il s'agit de l'amélioration des pratiques managériales. Quand vous avez une personne en situation de handicap dans une équipe, il va de soi qu'on ne manage pas une personne en situation de handicap comme on manage une personne qui ne l'est pas. Cette partie-là me permet de partager avec vous une petite anecdote. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous savez, très souvent, je suis en costume, je porte des cravates, tout ça. Figurez-vous que jusqu'à mes 25 ans, je ne savais pas nouer une cravate. Et mon ancien responsable, Alain, quand j'étais chez Safran, un jour, après une réunion, il m'a dit « Mais Loupman, tu ne portes pas de cravate ?» Et je lui dis « Mais non. » Et après, je me suis rapproché de lui, je lui ai dit « Mais Alain, tu sais, je ne sais pas nouer de cravate. » Il a souri, il a dit « D'accord. » Le même soir, en rentrant, je suis passé par une boutique et j'ai acheté ma première cravate. C'était une cravate bleue. Et le lendemain, je suis venu le voir dans son bureau et je lui ai dit « Voilà, Alain, hier, je te disais que je ne savais pas nouer de cravate. J'aimerais apprendre à nouer de cravate. Montre-moi comment faire. » Il aurait pu me dire, je ne suis pas ton père, va te débrouiller ailleurs. Non, avec bienveillance, il a dénoué sa propre cravate et il m'a montré. On est allé dans les toilettes en face d'une glace. Donc, il me disait, voilà comment il faut tourner et je le suivais. Et c'est comme ça, aujourd'hui, je noue tout seul la cravate et je prends beaucoup de plaisir à quand même m'habiller de manière correcte à chaque fois quand je dois être dans un milieu professionnel. Donc, ouais, cet exemple-là montre quand même que forcément, quand on a une personne en situation de handicap dans son équipe, cela appelle à revoir sa manière de manager. Et c'est en cela d'ailleurs que dans toute politique handicap, il faut nécessairement inclure la partie formation des managers au management de la singularité. C'est comme ça on l'appelle. Alors, je tiens à rappeler aussi ici que de par ma propre expérience, je peux vous dire que j'ai pu rencontrer dans mon parcours en tant que salarié
plusieurs types de managers, des managers qui sont hyper bienveillants au point où ils n'ont même pas, ils ne te donnent pas assez de choses à faire, d'accord? Et des managers qui oublient complètement que tu es en situation de handicap, c'est pas le souci, et donc te traitent comme tout le monde. Et il y a les autres qui sont un peu à cheval entre les deux, bienveillants, mais en même temps tout en étant exigeants. De ma propre expérience, moi je pense que un bon manager d'une personne en situation de handicap doit trouver le juste milieu entre bienveillance et exigence. Et c'est en cela que jusqu'à aujourd'hui, celui qui, au fond de moi, reste un manager, l'un de mes meilleurs managers dans mon parcours de salariat, reste mon responsable chez Safran, parce qu'il a su, selon moi, à la fois trouver ce juste milieu entre le management bienveillant et l'exigence pour t'amener à grandir, à monter en compétences et à atteindre les différents objectifs qu'on attend de toi. Pour terminer, je tiens à préciser que puisqu'on est en France et que je fais ce live depuis la France, il y a ce qu'on appelle l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui est fixée à 6%. Donc, une entreprise de 20 salariés et plus doit employer 6% de personnes en situation de handicap. Et quand l'entreprise n'atteint pas ces 6%, elle doit payer ce qu'on appelle une contribution financière à l'AGFIP. Le fait de recruter une personne en situation de handicap, de les faire travailler, que ce soit en stage, que ce soit en alternance, que ce soit en CDD, en CDI, d'accord, tout ça, ça permet de réduire d'augmenter votre taux d'emploi, ce qui pourra vous permettre de diminuer votre contribution financière à la GFIP ou même de la supprimer à partir du moment où vous avez atteint vos 6%. Alors, c'est sur ces mots que je termine ma présentation et que je vous remercie énormément pour votre participation et votre attention. Alors, on va maintenant regarder nos commentaires et je vais pouvoir, on va accorder 5 à 10 minutes pour voir les questions et apporter des réponses avant qu'on ne passe au caout. Donc, première question. Ah ouais. Ah, d'accord. Là, c'est plutôt un commentaire. C'est notre ami Yoris Omelatondi qui dit que effectivement, lorsqu'on est en situation de handicap, il faut se donner à 1000%. Et le sens pour moi de mon engagement à travers l'association Soutien Inclusif, c'est de pouvoir aussi montrer à ma petite échelle la voie à ces jeunes-là pour leur dire rien ne vous sera donné gratuitement. Rien ne vous sera donné gratuitement. Il faut pouvoir montrer que vous êtes à la hauteur. Comme le dit mon mentor, il n'est pas avoir la confiance, c'est une chose, mais être au rendez-vous, c'est autre chose. Donc, comme l'a dit Omer, je pense, je partage pleinement votre commentaire, cher Omer. Et Omer, n'oubliez pas de partager, d'accord, de liker, voilà, de partager ça dans vos différents groupes. Donc, Omer qui dit, j'ai aimé votre intervention. Elle résume ma situation au milieu professionnel à la SGB. Tout se passe comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Omer, pour ce commentaire. Ça fait plaisir. Rokiat, merci beaucoup également pour votre commentaire. Très belle présentation. C'est encourageant. Ça nous donne du peps, du courage pour pouvoir continuer à vous entretenir sur des sujets d'impact les différents dimanches à partir de 18h heure française, 17h heure béninoise. Alors, on va faire un tour à nouveau. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Vous savez, je vais vous raconter une petite blague que je partage souvent avec mes étudiants. Lorsque je demande, il n'y a pas de questions, on me dit non, monsieur, il n'y a pas de questions. Je dis, ben, j'ai encore raté l'une de mes résolutions de cette année parce qu'en début d'année, j'ai fait
le vœu de tout faire pour être moins clair dans mes propos afin de susciter davantage de questions. Ils me disent, mais monsieur, c'est très clair. Ben, moi, j'aimerais être moins clair afin de pouvoir susciter davantage de questions. Donc, je considère que c'est encore raté ce soir et que ça serait peut-être pour la prochaine fois, je ferai l'effort d'être moins clair afin de vous amener à poser davantage de questions. E-Collectif, une association qui œuvre particulièrement en faveur de l'éducation, de l'épanouissement des enfants, des jeunes qui, je pense, portent un handicap mental psychique. Une association qui est très investie notamment au Bénin et qui accompagne ces enfants-là qui ont besoin d'être accompagnés et ils sont accompagnés par des spécialistes. C'est une association partenaire, on peut le dire comme ça, de l'association Société Inclusive et je tiens à vous remercier pour l'appréciation par rapport à la présentation. Donc, je reste encore pendant 1 minute pour voir est-ce qu'il n'y a pas de questions. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au caout. Je tiens à préciser, je pense qu'à partir du début du mois prochain, je vais commencer à donner de petits présents aux 3 meilleurs, ce qui va encourager également nos abonnés à davantage à suivre l'intervention du début jusqu'à la fin afin de pouvoir être sur le podium lorsqu'on fait le caout. Le caout, il est très simple, hein, d'accord. Pour ceux qui ont un téléphone qui peut scanner des QR codes, vous aurez juste à scanner le QR code, vous nous rejoignez en ligne sur la plateforme et par la suite, on aura des moments d'échange. Je pose des questions, il y a des QCM, il y a des questions vraies ou faux, des questions libres et vous gagnez des points. Plus vous répondez vite, vous gagnez des points. Et à la fin, vous vous retrouvez sur le podium. Donc, je pense qu'on n'a pas de questions. On peut maintenant passer au caout. Donc, avant de passer au caout, je vous invite à regarder ensemble ce jingle. Alors, nous sommes revenus et donc je vais partager avec vous mon écran afin que vous puissiez à nouveau suivre avec moi euh, suivre avec moi, participer à ce caout. Donc, je vais partager mon écran. Le caout, on est là. Voilà. Un instant. Je vais partager l'écran pour le caout. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Ah ouais. Non, arrêtez de partage, là je suis. Partager l'écran. Voilà, je pense que ça doit être bon. Dites-moi en commentaire si c'est bon pour vous, si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si c'est bon, si vous voyez mon écran. Ben, on a une question. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, nous allons passer
fait le caout. Je vais enlever je vais enlever ma tête, histoire que le caout ne soit pas empêché. D'accord? Mais en attendant, comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment besoin d'avoir le doctorat pour jouer le caout. Donc, vous avez tout simplement à scanner ce QR code pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir un téléphone qui a cette fonctionnalité. D'accord? Et de l'autre côté, ceux qui ne l'ont pas ou qui sont sur PC. Mais l'idéal serait vraiment d'être sur deux écrans, hein. J'oubliais de le dire. L'idéal serait d'être sur deux écrans parce que vous allez lire les questions sur un écran et puis répondre sur l'autre. Donc, je vous laisse vous connecter. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Vous scannez le QR code. Voilà. Allez. Allez-y, connectez-vous. Omer, il faut que vous connectez, vous me rejoignez également sur Kahoot, hein. Connectez-vous, connectez-vous. On va jouer un petit moment.
Et je reviens sur la scène. Un instant, je vais couper l'audio. Voilà. Et donc, nous sommes au terme de cette présentation. Je tiens à vous remercier pour votre attention, pour vos contributions. D'accord. Cette semaine, nous l'avons consacrée à la thématique du handicap. La semaine prochaine, nous aborderons le sujet de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc, restez connectés, partagez nos publications. Quotidiennement, je fais des petites vidéos de courte durée pour expliquer des sujets, des thématiques bien précises. Alors, n'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne sur TikTok parce que c'est là-bas que ça se passe pour les courtes vidéos. Ben, écoutez, sur ce, on a promis faire 1 heure, donc il est 19h05. Je vais mettre fin au direct et je vous remercie pour votre attention. Nous avons certes une dernière question sur le fait de savoir comment tendre vers une loi d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au Bénin. Pour ce qui me concerne, c'est le moment de dire aussi bravo aux autorités du ministère des Affaires sociales, de la microfinance, pour les efforts consentis pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Avant de tendre à cette loi, pour ma part, il serait d'abord question de vulgariser davantage la loi de 2017 que nous avons actuellement, de pleinement l'appliquer et pourquoi pas, dans quelques années, faire avancer cette loi-là et passer d'une approche d'incitation à l'emploi de travailleurs handicapés à une approche d'obligation de travailleurs handicapés, comme c'est le cas dans d'autres pays, comme le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire, si je veux m'en tenir aux pays africains. Écoutez, sur ce, je remercie chacun pour vos contributions, vos mots d'encouragement et n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes YouTube, TikTok, LinkedIn et Facebook. C'est là-bas que ça se passe et au plaisir de vous retrouver le dimanche prochain. Au revoir.